Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Il est midi 3 minutes, on est mercredi, on est le 17 janvier. On vous souhaite bienvenue dans votre émission d'actualité d'affaires publiques à Pure FM, Côte-Nord Attitude. Bon midi, Jean. Bon midi, Valérie. Tu as passé, je crois, un gros avant-midi quand même, avec préparation de cette émission qu'on a pour vous ce midi. Il y a des jours comme ça, mais on a vraiment une entrevue marquante à offrir à nos auditeurs. Valérie, ce midi, on reçoit ensemble Maître Marc Brouillette et le maire Régent Porlier. Marc Brouillette, il est toujours président de la Corporation de développement économique Sept-Îles. En 2017, on n'avait pas l'impression que ces gens-là étaient des amis là, et ramaient dans le même sens là, parce qu'il y avait des élections, entre autres. Mais là, on enterre carrément la hache de guerre pour 3 ans et demi. On reprendra les hostilités s'il faut. On s'est entendu. Le politique et la corporation économique rameront ensemble et on ne peut que s'en réjouir pour le développement économique, pour le développement durable à Sept-Îles. De long en large, on va nous expliquer cette nouvelle harmonie, la révision de la gouvernance au niveau de la Corporation de développement économique, le comment ça fonctionne et vers quoi on s'en va. Le maire Régent Porlier et le président de la Corporation de développement économique, Marc Brouillette, seront avec nous. Une entrevue en 2 parties qu'on vous propose à compter de midi 15. Ensuite, à midi 40, on va parler du Salon du livre de la Côte-Nord. Jean, depuis la semaine passée, il y a plein d'activités qui sont lancées. On a lancé le Festival du film, ça commence demain, le tournoi Ferro, les hivernants. J'ai vu passer la Claque Rose, les dates aussi sur Facebook hier. Et là, il y a le Salon du livre, on le sait, qui ce sera à la fin avril. On peut se dire, bon, c'est pas demain quand même, mais ça se prépare un Salon du livre parce que faut qu'il y ait des auteurs intéressants et intéressés à venir nous voir ici sur la Côte-Nord. Et ça prend aussi des auteurs nord-côtiers parce qu'on aime ça quand il y a des auteurs de chez nous qui peuvent venir rencontrer les lecteurs puis présenter leur travail aussi. Et on est présentement dans l'appel de candidature pour les auteurs nord-côtiers. Donc, on pourra parler de tout ça avec Mélanie Deveau, qui est la directrice générale du Salon du livre de la Côte-Nord. Oui, la saison des festivals et festivités, j'ai l'impression qu'elle commence demain avec le Ciné-7 et que ça se poursuit presque jusqu'au Salon du livre et au tournoi Orange à Sept-Îles avec plein de belles activités qui s'en viennent. Pour conclure notre émission d'actualité d'affaires publiques, on parle de politique avec la députée Lorraine Richard, notre députée du comté de Duplessis. C'est une péquiste, hein? Il y en a pas mal des péquistes qui ont quitté le bateau, le navire de Jean-François Lisée. La députée de la Côte-Nord, elle n'est pas là, elle est pas du tout, elle a pas la même réflexion que ce que j'ai entendu hier de la part de ses collègues Léger, Agnès Maltais et Alexandre Cloutier. Donc, elle croit encore au Parti québécois, à la souveraineté du Québec, et elle va nous le dire en entrevue à midi 50 minutes. Et avant cette série d'entrevues, on vous présente un bulletin d'actualité complet. Actualité Pure FM. Oui, malheureusement, l'école Manicouté n'est pas disponible cette année pour le déjeuner du printemps. C'était quand même une belle tradition à Sept-Îles, ça, hein? La rupture de contrat entre la commission scolaire du Fer et le restaurant Le Blanc Bistrot concernant l'opération du service de cafétéria à l'école Manicouté provoque donc l'annulation du déjeuner du printemps de Transit Sept-Îles, probablement aussi du souper de homard du Club Rotary et d'autres activités. La direction de l'école estime que les installations actuelles ne permettent pas, pour l'instant, la location à des organismes sans but lucratif pour des activités de financement. La situation attriste le milieu communautaire à Sept-Îles. La maison qui héberge des sans-abri, Transit Sept-Îles, cumulait des revenus annuels d'environ 15 000 $ avec son déjeuner du printemps qu'on appelait jadis le déjeuner du maire. Heureusement, de nouvelles activités comme l'illumination de l'arbre de Noël de la ville et la compétition amicale de bateaux dragons sur glace qui s'en vient pendant le Festival des hivernants compenseront donc la perte de revenus pour l'organisme Transit Sept-Îles. Selon le directeur Doris Nadeau, le déjeuner du printemps constituait aussi une occasion de réaliser de la sensibilisation concernant la pauvreté et l'exclusion sociale à Sept-Îles. Il espère que l'activité sera de retour en 2019. D'autres organismes comme le Club Lyon et Centraide perdent aussi un endroit là pour réaliser une activité de financement.
Donc voilà, la cafétéria de l'école secondaire n'est plus disponible pour ce genre de choses. Le maire de Sept-Îles assure que tout est fait pour récupérer le maximum de taxes impayées par Cliffs lorsque la compagnie s'est placée en 2015 sous la protection de la loi sur les faillites. La ville a récupéré jusqu'à maintenant 4 millions de dollars. C'est ce que nous dit Régent Porlier. De Cliff, c'était à hauteur de 8 millions au début. Et la ville a tout fait ce qu'elle avait à faire dans ce dossier-là. On en a environ la moitié de récupéré, donc 4 millions. Il en reste 4 millions, c'est pas parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, c'est parce que le contrôleur qui a tout reçu les argents de la bande de Cliff attend les résultats d'une démarche judiciaire intentée par les syndicats du Labrador. Le maire Porlier se réjouit de l'adoption lundi d'un budget équilibré à l'unanimité par le conseil municipal. En plus des hausses de revenus de taxes, la ville de Sept-Îles profitera de versements plus importants du gouvernement du Québec en lieu de taxes pour les bâtiments publics comme la nouvelle prison, l'hôpital et les écoles. Réunis dimanche à Montréal, les chefs du groupe des 7 nations pour la sauvegarde des troupeaux de caribous poursuivent leur réflexion pour maintenir la chasse d'une petite quantité de caribous afin de préserver une tradition qui remonte à plusieurs millénaires. Les Autochtones s'inquiètent du déclin phénoménal du troupeau de la Rivière-Georges. Le porte-parole de la nation Innu dans le dossier du caribou, le chef d'Equanichit, Jean-Charles Pietachot, rappelle que son peuple n'est pas responsable du péril de l'espèce. Avec nos frères du groupe des 7, là, pour aller prélever un certain nombre de caribous. Parce que vous savez, quand on parle de 1,4 million à 7-8 000, là, c'est pas les Inuits de la région là, qui ont fait que cette chute dramatique. Selon le chef Pietachot, la prédation, le développement minier et forestier, ainsi que la chasse sportive des mâles seulement pendant plusieurs années ont eu un impact plus important que la chasse par les Inuits qui a été réduite au cours des 20 dernières années. Le G7 des nations autochtones pour la sauvegarde du caribou recherche des solutions durables. Le maire de Sept-Îles a insisté sur la nécessité de rendre les prix des billets d'avion pour les vols régionaux plus abordables lors d'une rencontre sur les aéroports régionaux de l'Union des municipalités du Québec la semaine dernière à Drummondville. Selon Régent Porlier, l'aéroport de Sept-Îles constitue un puissant moteur de développement économique et touristique. Le sommet sur le transport aérien régional de février prochain fournira une occasion unique de reconnaître cette réalité, c'est ce qu'indique le maire Porlier. Il a discuté avec des gens d'Air Canada, Air Québec, du Conseil national des lignes aériennes et de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. L'aéroport de Sept-Îles est le 3e en importance au Québec au plan de l'achalandage. Le prix souvent excessif des billets d'avion est depuis longtemps identifié comme un obstacle. Et puis, la députée de Duplessis est attristée par l'annonce des départs de plusieurs députés de son parti, dont Agnès Maltais et Alexandre Cloutier. Lorraine Richard reste quand même motivée à militer pour le Parti québécois et la souveraineté du Québec. Elle est consciente que Duplessis n'est plus un château fort péquiste et devient prenable pour la coalition Avenir Québec ou les libéraux. Lorraine Richard ne craint pas la naissance du Parti citoyen au pouvoir, appuyé par Bernard Gauthier, ou l'éventuelle candidature de Russell Tremblay avec la CAQ. On verra M. Russell Tremblay quelles sont ses convictions pour défendre la coalition Avenir Québec après avoir, dans très peu de temps, récemment donné sa démission et de dire qu'il croyait au projet de pays. On verra ça en campagne électorale et je livrerai bataille à ce moment-là et je ferai part aux gens des priorités qu'on a au Parti québécois pour eux, mais moi je m'en vais confiante. Je suis une battante et je vais continuer, puis ultimement c'est les gens qui vont décider. La députée demeure convaincue que le PQ va obtenir de bons résultats au scrutin d'octobre 2018. Lorraine Richard rappelle que le PQ ne traverse pas sa première crise politique. Voilà, ça complète les actualités. Au retour de la pause, la première partie de cet entretien avec Marc Brouillette et Régent Porlier. Attitude. En janvier, c'est l'événement l'hiver en 4x4 chez Olivier Chrysler à Sept-Îles. Obtenez jusqu'à 12 000 $ en rabais auto sur le Ram 1500 2017. Jusqu'à 6 000 $ en rabais auto sur le Jeep Grand Cherokee 2018. Ou encore jusqu'à 12 850 $ sur les modèles Grande Caravane 2017. Dépêchez-vous d'en profiter car l'événement l'hiver en 4x4 se termine le 31 janvier chez Olivier Chrysler au 119 Monseigneur-Blanche à Sept-Îles. Janvier, le mois de la sensibilisation
sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Prenez un moment pour écouter l'histoire de Roger. Oui, Roger vit avec l'Alzheimer. Il a reçu son diagnostic quand il avait 57 ans. Il veut que vous sachiez que les troubles cognitifs affectent chaque personne différemment. La maladie est évolutive, mais la vie ne s'arrête pas quand on reçoit son diagnostic. Vous pouvez faire beaucoup de choses pour éliminer la stigmatisation entourant les personnes vivant avec l'Alzheimer ou une autre forme de trouble cognitif. Roger peut vous aider à comprendre. Lisez son histoire à jevisaveclalzheimer.ca. Le 15 janvier est le jour le plus triste de l'année. Alors profitez du solde, échappez au blues de l'hiver de Sunwing. Cette semaine seulement, économisez jusqu'à 60% sur les forfaits vacances les mieux cotés. Envolez-vous avec le numéro 1 dans le Sud et découvrez le service primé. Réservez aujourd'hui avec votre agent de voyage ou sur La chronique économique vous est présentée par Développement économique Sept-Îles. On va parler de l'avenir de la Corporation de développement économique de Sept-Îles et de l'économie en général chez nous avec le maire Régent Porlier et le président de notre Corporation Développement économique Sept-Îles, Marc Brouillette et Régent Porlier. Bonjour. 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 Je suis un petit peu surpris de vous avoir tous les deux en même temps aujourd'hui, parler de l'avenir de l'économie. On aurait pu penser qu'on avait des visions différentes. Il y a le maire, entre autres, qui a déjà exprimé là face à la corporation qui voulait peut-être plus d'harmonie. On en est là, hein? On parlait d'une rencontre, il y en a eu une rencontre récemment et on se dirige vers l'harmonie à développement économique Sept-Îles, on peut dire ça comme ça? Ben écoute, il va falloir que vous vous habituez là à nous voir puis à parler d'avenir ensemble parce que on a tous compris qu'on avait intérêt à ajuster nos violons tout le monde ensemble puis à travailler là avec une meilleure synergie. Puis moi je suis content aujourd'hui, je peux vous le dire, on a eu une bonne rencontre où est-ce qu'on se dit les vraies choses. À l'occasion, il faut se dire les vraies choses, c'est comme dans un couple, de temps en temps, faut que tu prennes une pause, tu te parles pour mieux repartir. Puis moi je suis satisfait de cette rencontre-là. On dit bon, mais maintenant on regarde vers l'avant, puis les échos que j'ai aussi des autres gens qui étaient là, ça va dans le même sens. Bon. Donc, du côté de la corporation, Marc, on a eu une rencontre, ça a permis de mettre des choses en place, on est vraiment au même point là, à ce moment-ci, on veut regarder en avant. Ouais, moi je pense qu'il ne faut pas être surpris de nous voir ensemble aujourd'hui. Il y a des moments où c'est sûr que c'est peut-être pas toujours évident d'en parler, mais vous savez, depuis déjà octobre 2016, on avait, Régent et moi étions membres du comité de gouvernance, on avait fait le point qu'on ne pouvait plus continuer avec des I comme on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire les lettres patentes remontent à 1974, le règlement qui nous gouverne aussi, le conseil d'administration, on avait des sièges qui étaient réservés, exemple, à Hydro-Québec, les gens venaient pas depuis des années, donc il fallait faire un changement, il fallait aussi revoir avec la ville le mandat, nos valeurs, et ça, on avait commencé. Bon, là, il y a eu une période, c'est sûr qu'on a mis ça, comme on dit, un peu sur la pause. Et quand on est revenu, ben là, le conseil, avec le document de travail que le comité dans lequel Régent et moi on siégeait, avait fait un rapport qui a été présenté au conseil, puis le conseil nous sont revenus la semaine dernière, qui est une présentation qui était faite notamment avec Régent. Puis on a vu qu'il y a eu une bonification qui est amenée par les membres du conseil, mais sur le principe, tout le monde se rejoint. On est tous d'accord qu'il fallait donner un coup de barre dans la gouvernance. Alors là, on le fait. Puis il faut aussi aller de l'avant, là. T'sais, on a mis de côté, Régent l'a dit, on a eu une bonne discussion qui était sereine, qui était faite correctement. Le monde, les membres du conseil d'administration, pour être plus clair, et les gens du conseil qui étaient présents, on a eu le moment de s'exprimer puis de mieux se comprendre. Puis là, on regarde en avant, puis on travaille main dans la main avec la ville. Ouais. Fait que prochainement, là, on va vous faire la présentation peut-être plus correctement, là, dirais-je, parce qu'on a des petits ajouts à faire. Puis ça va nous amener en même temps à revoir aussi notre organisation à l'interne, c'est-à-dire on a 3 postes importants là, qui devront être examinés. Est-ce qu'on va les combler ou pas? Pas des administrateurs, non, des employés. C'est donc permanents. Normalement, l'équipe à développement économique Sept-Îles, on est 8. En général, on est effectivement 9 avec les employés de soutien. Là, on a 3 postes majeurs qui doivent être comblés.
La première ligne qu'on appelle, c'est-à-dire la ligne qui fait le lien avec la PME, qui découle notamment des responsabilités qu'on a héritées du CLD, là. Ben ça, l'équipe qui est là, c'est 4 personnes, ça change pas. Là, il reste au niveau maintenant, si vous voulez, commissariat industriel, infrastructure, grand dossier, relation avec la PME sur un autre niveau. Ben là, on a juste une personne qui est Sylvain Larivière, qui est à la fois directeur général commissaire industriel. Donc, il reste 3 autres postes à combler éventuellement. Et ça, on va le regarder encore là ensemble en fonction du mandat qu'on a avec la ville maintenant, puis de cette réorganisation-là au niveau de la gouvernance. Là. Pour bien, on avait déjà commencé là, à réfléchir en 2017 sur la gouvernance, tout le processus était commencé, mais pour bien comprendre puis cerner, c'est une corporation municipale, développement économique, etc., mais qui n'a pas juste les revenus de la ville aussi. Tu as parlé du CLD, vous avez un budget près de 2 millions, ça ressemble à ça? Non, on a changé ça. L'année dernière, là, on a un budget à peu près de 350 000 qui couvre, dans le fond, ce que j'appelle là, les frais administratifs usuels, c'est ça. Puis tout ce qui, compte tenu qu'on a accumulé tout près de 1,1 million, 1,2 million au fil des années, on a décidé avec la ville, ça c'est une décision conjointe, là, qu'on utiliserait notre fonds, notre excédent là, accumulé pour les dossiers spéciaux. Alors, les dossiers spéciaux, dépendant des années, ça peut correspondre à 3, 4, 500 000 $. Dossiers spéciaux, ça peut être, comme vous le savez, là, des investissements pour faire une étude de marché dans un tel secteur, supporter des démarches pour un projet, etc. Alors, mais dans ce contexte-là, on le supporte à même nos excédents. Ouais. Mais pour la ville, on considère que c'est une corporation municipale. On a plusieurs conseillers. Là. Le maire a le rôle ou le pouvoir de nommer des administrateurs à la Corporation de développement économique. Oui, aujourd'hui, au moment où on se parle, on en a 3. Par contre, au niveau de la proposition, il y en aura que 2. On veut ramener aussi le nombre d'administrateurs qui était de 15, plus vers 9, 2 de la ville et un au niveau de l'éducation, la chambre de commerce, la petite entreprise, la grande entreprise. Même il y aura un poste même où est-ce qu'on souhaite que ce soit peut-être quelqu'un en dehors de tout ça, avec une ambition économique naturellement, mais on mettra en fonction du moment quel genre de personnes pourrait mieux combler l'équipe. Il y a différentes ambitions. Il y a une ambition d'avoir du 109 entre autres. Donc d'assurer que sur une base régulière, c'est-tu après 2 mandats, de dire bon ben là s'il y a quelqu'un qui frappe à la porte pour qu'il y ait un intérêt, qu'on laisse rentrer les jeunes, hein, les jeunes, puis qu'on tente d'aller vers une équité homme-femme. Est-ce que ça sera? On verra. Ça va dépendre des candidatures, mais on parle aussi justement de candidature. Ça, c'est une différence. Pas de dire, OK, vous avez 3 postes, qui vous nous envoyez, c'est de dire qui sont les personnes intéressées à travers vos organisations. Mais il n'y a pas une question de pouvoir ou de contrôle. Est-ce qu'on garde le contrôle? Est-ce qu'on veut le contrôle de la corporation de développement économique du côté du politique là, de la ville? Une chose est claire, là, c'est une corporation municipale. Donc, le budget, on disait tantôt, est-ce qu'il part juste de la ville? La très grande majorité du budget vient de la ville. L'autre partie vient de la MRC. Hein, pour justement tout ce que le volet, l'ancien CLD, le mandat qui vient de la MRC. Une chose qui est certaine, là, le mandat, et ça, c'était le premier exercice à faire ensemble au Conseil. Est-ce qu'on comprend bien le mandat qu'on demande à notre corporation? Et cet exercice-là qu'on va faire avec les autres aussi va obliger le Conseil à se mouiller un peu dans le mandat, de dire, bon, mais voilà, on demande à la corporation, dans le cas de la Corporation de développement économique, toutes sortes de choses, mais surtout des grands objectifs. Et là, le CA, lui, ben, il va regarder le mandat de la ville, puis il va dire comment je m'y prends pour livrer ce mandat-là. C'est le mandat quand même assez large. Un CA, il y a de la latitude pour livrer le mandat, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Mais il y a aussi tout le rendre compte. Il y en avait déjà, mais là, il va être comme plus, et Marc a raison de le dire, là, après toutes ces années, c'est normal de revoir ça, puis de bien camper les attentes du Conseil, tout le volet du rendre compte, c'est public aussi. On avait commencé à le faire, là, à une présentation annuelle, publique, dire, bon, ben voilà, les sommes qui sont engagées. Le budget, là, il était aux alentours de 800
850, si je me souviens bien, 850 000 annuellement au cours des dernières années. Les 2 dernières, 2017 et 2018, on l'a réduit à hauteur d'environ 500 quelques mille parce qu'il y a un budget accumulé, il y a un surplus accumulé. Puis aujourd'hui, ben, les équipes sont amoindries. Là, l'élection a été dure pour tout le monde. Et ça, je tiens, si tu permets, de prendre un petit moment pour le dire. Moi, là, mes attentes étaient principalement au niveau de la gouvernance. OK, gouvernance pour qu'on essaie de rétablir une meilleure synergie, qu'on s'entende mieux sur nos plans d'action, nos objectifs, tout ça. Mais la question des gens sur place, l'opérationnel, l'équipe, là, moi, ils ont toute ma confiance, ces gens-là. Il y a eu des doutes à un moment donné, qu'est-ce qu'il veut faire, où il veut aller, là. C'était clair, là. Moi, je voulais qu'on touche à la gouvernance et les gens, là, je suis allé les rencontrer pour les rassurer. Puis aujourd'hui, là, je le répète, les attentes, les objectifs étaient vers la gouvernance. Naturellement, les étapes suivantes, puis ça, on va le faire ensemble, avec une équipe, un comité, je dirais, restreint de gouvernance. Il va falloir assister, parce qu'on se fait accompagner par quelqu'un d'externe, une firme externe, pour après regarder, au niveau de l'opérationnel, tantôt, c'est quoi la meilleure structure en 2018 là pour répondre aux attentes, pour livrer le mandat, finalement. On va regarder, puis on va prendre le temps, puis on va le faire dans les règles de l'art, puis s'assurer aussi que tout le monde trouve sa place dans ça, puis ait du plaisir à le faire. Et ça, c'est clair, en tout cas, du côté du maire. On ne peut que s'en réjouir. Hein? Je pense qu'un bateau, ça avance pas si on rame pas dans le même sens, à quelque part. Là. Du côté de développement économique, cette île, parce que je suis vraiment un peu surpris qu'on ait comme ça rapidement une vision commune. Là. L'élection, c'est derrière, finalement. Là, on s'en va vraiment là vers l'avenir et on veut travailler en harmonie. C'est très clair. C'est ça, là-dessus, tout le monde autour de la table qui était présent la semaine passée ont exprimé unanimement qu'il faut travailler en synergie, il faut avoir confiance entre nous autres et il faut travailler main dans la main, puis il faut aussi principalement se tenir informé. Les canaux de communication puis la régularité de leur utilisation est essentielle. On a déjà convenu d'appliquer une des recommandations que nous avait faites d'ailleurs notre consultant. On en avait commencé un petit peu avant les élections, mais on va continuer cette bonne habitude-là. Il faut faire ce qu'on vient de se dire, le mettre en application, puis on a convenu aussi qu'on avait le droit à l'erreur, parce qu'on n'est pas parfait. Puis on est humain, puis des fois on retombe facilement dans nos façons de faire, puis c'est correct ça, mais il faut se le dire. Alors, on regarde en avant, là, puis le passé, là, parce qu'on peut pas vivre dans le Sur passé. le plan humain, Marc Brouillette est très à l'aise avec ça, va continuer comme président, puis il veut s'investir là-dedans. Marc Brouillette, individuel. Marc Brouillette est là pour faire son mandat. Son mandat se termine normalement à la fin de l'exercice financier et la production du rapport annuel à tout le monde. Puis d'ici ce temps-là, on va faire ce qu'on a à faire pour mettre de l'avant les principes de gouvernance, la réorganisation. Puis on a aussi une liste de priorités là, qu'il faut aussi examiner, nos priorités pour l'année 2018. On avait fait une liste de priorités en 2017, mais là, on veut faire l'exercice avec le conseil municipal, okay, puis s'assurer qu'on est tous de la même page de ce côté-là. Alors, comme vous voyez, là, on fait notre mandat. Notre mandat, entre vous et moi, reste sensiblement le même. C'est la façon de le faire qui va être différente. Puis il faut effectivement faire ce qu'on vient de vous expliquer. Il faut le mettre en application. Eh bien, on va faire une courte pause, puis on va expliquer comment on va aborder tout ça, cette nouvelle façon de gouverner la Corporation de développement économique. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. À la demande générale, la clinique d'optométrie Les Mérillons poursuit sa vente Boxing Day jusqu'au 31 janvier 2018. Venez profiter de super rabais allant de 10 à 90% sur toutes les montures en magasin à l'achat de verres ajustés à votre vue. Imaginez 90%. Apportez votre prescription ou prenez un rendez-vous pour un examen de la vue et profitez de rabais substantiels sur toutes les marques telles Oakley, Ray-Ban, Gucci, Nike, Calvin Klein, Lacoste et j'en passe. Clinique d'optométrie Les Mérillons. 648 Boulevard, 960-2425. Oh, I need some.
Chez Olivier Nissan, c'est l'événement maîtriser toutes les conditions. Grâce à la traction intégrale intelligente de Nissan, soyez toujours en contrôle sur la route. Ce mode ajuste la puissance entre les roues avant et arrière pour votre sécurité en un clin d'œil. Pour un temps limité, Olivier Nissan offre sans frais ce système sur plusieurs de ses véhicules. Optez pour une location sans souci avec la Rogue 2018 à seulement 65$ par semaine ou notre tout nouveau Qashqai à 55$ par semaine. Un essai vous convaincra. Olivier Nissan de Sept-Îles, un choix imbattable. Le toit de votre maison vous protège des intempéries. Mais saviez-vous qu'une trop grande accumulation de neige sur celui-ci pourrait vous créer bien des problèmes? Ramonage Côte-Nord, c'est non seulement les spécialistes en ramonage, c'est aussi la meilleure équipe pour effectuer le déneigement de votre toiture. Que ce soit pour un établissement résidentiel, commercial ou industriel, le service de déneigement de toiture vous est offert 7 jours sur 7. Contactez les professionnels de Ramonage Côte-Nord avant qu'une avarie ne survienne. Téléphonez dès maintenant au 960-4035 ou au 962-0860 pour prendre un rendez-vous. Côte-Nord. Attitude. Mais comme on le disait, on veut maintenant ramer dans le même sens du côté politique et économique pour l'avenir de cette île. C'est Marc Brouillette qui est président de la Corporation Développement économique cette île qui est avec nous. Et Régent Porlier, maire. Rebonjour messieurs. Donc, des changements majeurs. Là, c'est quoi les prochaines étapes là? On va changer beaucoup de choses puis il va y avoir une présentation publique de tout ça, quoi? La première chose quand on veut prendre une direction ou prendre une direction différente, c'est de convenir ensemble du constat. OK? Puis, moi, j'avais mon constat, Marc avait le sien, les gens du CA avaient leur. L'échange qu'on a eu ensemble, là, moi, je pense qu'il a permis de faire ce constat-là, sur quoi on doit travailler, vers où on doit aller. Puis, c'est là que je dis, moi, je suis bien satisfait de ça. Je suis bien heureux de dire, parfait, on tourne la page, on regarde vers l'avant. Et moi, c'était clair qu'il y avait un niveau là que je voulais qu'on démêle. Là. Une grosse équipe chez Développement au niveau de la gouvernance. Ça amenait parfois à toutes sortes d'ambitions, je dirais, des démarches politiques où est-ce que là, moi, j'étais moins à l'aise. Parce que parfois pris en porte-à-faux dans des démarches là que je me sentais pas impliqué, assez bien impliqué. Là, on a convenu ensemble, on va se parler de tout ça. C'est-à-dire, la politique, elle va partir du conseil municipal, mais il peut y arriver à l'occasion qu'il y ait des démarches à faire au niveau des ministères, au niveau du gouvernement, par les gens, par la corporation, par le développement économique. Mais l'avantage qu'on va avoir, c'est qu'on convient ensemble qu'on va s'en parler de tout ça. Puis on va regarder quels sont les meilleurs plans de match pour faire avancer des dossiers. Et ça, c'est drôlement important. Quand je parle de synergie, je faisais comparaison avec différents autres endroits au Québec, là, parce qu'on côtoie plein de gens. De dire, regarde, il faut nécessairement là, qu'on soit, que le maire, le conseil soit dans le coup, puis qu'on trace la stratégie ensemble. Et pour moi, c'est ce qui peut faire la différence. Et aujourd'hui, je sens que la place est là pour ça. Là. En même temps, il y a plein de choses, il y a plein de dossiers économiques qui font l'unanimité là, à cette île. Qu'on ait une vision du développement durable ou une autre, à part peut-être certaines étapes dans le processus de Mine-Arnaud. C'est pas tous les dossiers quand même là qui achoppent. Là. On parle, il y avait un communiqué du maire cette semaine là sur le transport aérien. C'est le genre de choses que tout le monde veut. La diversification, tout le monde veut ça. On en est là finalement. Est-ce que on va prioriser des choses justement qui font l'unanimité puis on va y pousser plus fort? Ben c'est ça la liste des priorités qu'on va déterminer ensemble pour l'année 2018. Sincèrement, de ce que je peux constater là, la liste qu'on a sur la table, c'est pas des dossiers qui sont nouveaux, c'est des dossiers qui ont déjà fait l'objet de l'avalisation par le conseil quand on a fait des présentations aux 3 mois. Fait que je m'attends pas de ce côté-là à ce qu'on ait de grandes disparités là, de positionnement sur l'ensemble de ces dossiers-là. C'est ce que vous venez essentiellement d'énumérer. On a de gaz, on a des dossiers de gaz naturel, on a toute la question de la PME, la table entrepreneuriale. Là, je ne veux pas refaire le tour, mais sur ce qu'on a déjà discuté là-dessus, on s'entend super bien. Là. Ça a toujours été le cas. Là. Je peux dire, faudrait pas prendre la gouvernance. C'est une question de doser les énergies, mettre plus de temps dans les projets de grandes entreprises, mettre plus de temps dans les petits projets diversifiés pour l'économie. Puis les gens viennent de dire, c'est ça, puis s'assurer effectivement que les représentations dans les dossiers soient convenues entre nous tous, comme ça on sait qui a à faire quoi,
comment est-ce qu'on va le faire, puis de se voir régulièrement pour s'ajuster, parce que tout va rapidement. Hein. Le développement, là, on le sait, une journée, tu as une annonce, le lendemain, tu as d'autres choses qui arrivent sur la table. Alors ça, cette mécanique-là, elle est déjà convenue, là. Et la rencontre de la semaine passée nous a confirmé que tout le monde était d'accord pour qu'on la suive. Là. Puis, on peut penser que ça va être efficace, quoi. On peut penser même qu'il y a des temps où le maire n'est pas la bonne personne pour faire telle représentation, que telle personne à cette île qui est sur le développement économique a des cartes d'entrée dans tel parti politique auprès de Pierre Arcan, par exemple. On veut être plus efficace. C'est comme ça qu'on va marcher, là. Au lieu de se mettre des bâtons dans les roues, on va travailler ensemble pour être efficace. Ben, c'est clair. Puis c'est clair que le message qu'on envoie au gouvernement, si dans le même dossier, on débarque avec deux discours différents, ben c'est certain que de l'autre côté, il y a du monde qui est mort de rire, là, surtout lorsqu'il est question d'investir. Je vais t'en donner un exemple qui regarde par la bande le développement économique, le pont sur le Saguenay. Hein, la région, là. Est-ce que la région, le gouvernement a toujours utilisé la division Est-Ouest dans ce dossier-là pour dire, ben là, choisissez. Hein, c'est la route ou c'est le pont. Finalement, il y a toujours cristallisé la division. Puis finalement, la route n'a pas avancé si vite que ça. Elle avance tranquillement. Puis le pont s'est jamais fait. Fait qu'on a-tu intérêt, tu penses, à s'assurer d'une stratégie ensemble, commune, pour faire avancer ces dossiers-là qui sont bons pour l'ensemble de la Côte-Nord? Ben, c'est au même titre localement. On peut pas débarquer avec deux discours. C'est pas productif. Il faut avoir notre stratégie ensemble, puis tu as raison de le dire. À l'occasion, le maire, il faut qu'il soit en retrait, mais on va en avoir convenu ensemble. Puis ces discussions-là qu'on a à la corporation, ben j'ai eu les mêmes avec la Chambre de commerce il n'y a pas si longtemps. On a eu des rencontres avec la Chambre de commerce, une rencontre en particulier avant les fêtes, une bonne rencontre. Encore là, on sent qu'il y a cette volonté-là de dire, OK, alignons nos flûtes tout le monde ensemble, mais surtout, de ne pas partir à cavalier seul dans un dossier. Parce que, de toute façon, ça nous rattrape à un moment donné ou à un autre, puis on dilue nos efforts, c'est clair. Là. Puis de le faire positivement sans trop garder de séquelles du passé, par exemple, de la conférence de presse des gens d'affaires qui appuyaient un autre candidat que celui qui a été élu finalement. C'est de mettre ça derrière aussi, là. Ça prend une certaine humilité personnelle quand même. Moi, je peux te dire, je suis pas un gars d'amertume. L'intérêt qui prime, c'est l'intérêt de la collectivité. Puis on n'a pas toujours été très accordés, moi puis Max, dans certaines choses, mais on est assis un côté de l'autre parce qu'on comprend, je suis convaincu qu'on comprend l'intérêt ultime par-dessus tout ça, c'est l'intérêt de la communauté. Puis avec les gens d'affaires, c'est la même chose. Ceux qui veulent travailler dans le bon sens. Puis j'avais dit à des gens avant la campagne électorale, regarde, moi si je la traverse pas, là, vous me verrez pas là à essayer de faire de la bisbille, puis essayer de remettre en question tout ce qui va se faire. Il y a en masse de choses à faire dans la vie puis dans le jeu où on peut s'investir puis avoir du plaisir à le faire. Je serais pas là. Puis je disais aux gens, après, si je la traverse, je vais m'entourer de gens de confiance. J'espère que ceux qui vont venir autour vont avoir le goût de travailler avec moi, puis qu'on va dire, regarde, on se donne des projets, des objectifs, puis avoir du plaisir à le faire. Et je sens qu'il y a cette volonté-là de dire, regarde, ce qui est derrière est derrière, travaillons par en avant. Ceux qui auront toujours le même mindset, les mêmes ambitions personnelles, là, des intérêts personnels à défendre, là, c'est clair qu'ils ne sont pas dans ma priorité. On travaille collectivement parce que collectivement, quand ça va bien, puis chacun va trouver son compte. La différence, si on travaille pour l'intérêt d'une personne, on noie le collectif, puis à un moment donné, puis personne ne va nulle part. Il y a des enjeux collectifs là sur lesquels il faut qu'on travaille pour que tantôt on soit mieux assis. Tantôt on avait une bonne rencontre avec les gens de la IOC. On fait ça annuellement depuis quelques années. Où est-ce qu'on se parle ensemble? Regarde, vous avez vos enjeux, on a les nôtres. Puis là on se propose d'en faire une bonne rencontre avec l'industrie en général. Puis regardez, là, on va dire voilà les enjeux municipaux pour les 15-20 prochaines années là, sur lesquelles il faut qu'on travaille pour que la ville, ça aille bien, mais pour que vous alliez bien aussi, parce que si la ville va bien, vous avez des gens qui ont le goût de venir travailler ici, vous avez des gens qui veulent rester. C'est des enjeux
qui se complètent. Puis on va mettre un accent particulier dans les prochaines semaines pour réunir les gens de l'industrie autour d'une table, là, puis parler de nos enjeux. L'emploi va en être important. Ben chapeau, c'est le bon temps pour ça aussi. Hein? Le Conseil a été réélu. À quelque part, on reprendra les hostilités s'il faut dans 3 ans et demi. D'ici là, on peut ramer ensemble dans le même sens. C'est quoi les priorités finalement? On va les définir là. Bon, on parle beaucoup de tourisme. On parle. Il y a quand même beaucoup de dossiers hein, dans parmi les priorités là. Puis je pense qu'on va comprendre qu'on commencera pas à les discuter ici parce que là, on veut faire ça correctement. On va les discuter avec les membres du conseil d'administration de DAISY, puis on va les discuter avec les membres du conseil municipal. On va s'arrimer tout le monde. Comment est-ce qu'on va le faire en détail? Là, c'est un autre paire de manches, mais c'est sûr que ça va être partagé par tout le monde. C'est une des premières étapes que je pense qu'il faut qu'on démontre que la parole doit passer aux actes. C'est un bel exercice qui va nous amener à le faire, là. Mais tu vois, politiquement, un des enjeux, c'est d'attirer l'attention vers cette île. Quand je dis ça, c'est parce que à toutes les fois on a profité des bonnes tribunes pour dire, regardez dans notre cours qu'est-ce qu'il y a, ça attire l'attention éventuellement de futurs investisseurs. Et ça, en tout cas, dans les 4 ans que je viens de passer, là, débarquaient des gens ici qui venaient pour une première fois, puis ils voyaient du potentiel dans certains éléments. Donc, le travail politique, c'est d'attirer un peu l'attention, de dire, cette île, il y a de quoi d'intéressant. Attirons pour attirer les gens, puis après ça, il y a tout le reste qui vient pour chacun des dossiers. Là. En bout de ligne, ce qu'on souhaite, le maire l'a déjà dit, puis c'était un petit peu un cheval de bataille de son adversaire, qui est un ancien de développement économique de cette île, Russell Tremblay. C'est peut-être d'augmenter la population, avoir une masse plus critique pour se payer des services, des choses comme ça. Là. Puis ça passe par l'économie et l'emploi, si on veut monter d'un petit peu là, de population à cette île. Ouais, une masse critique, la masse critique est importante là, jusqu'à un certain niveau, là, effectivement, mais je pense qu'il faut surtout, c'est de bien asseoir nos choses pour le durable, pour le long terme. On a la Côte-Nord, moi, ce que j'en vois depuis un moment, on a toujours été un peu action-réaction. L'économie va moins bien, les gens partent. On n'a jamais, on s'est pas souvent arrêté à dire sur quel élément particulier on devrait peut-être travailler pour se donner des chances de stabiliser tout ça. Et ça, c'est le genre de choses qu'on va parler même avec la grande industrie. Bon, on ne peut que s'en réjouir donc de l'harmonie qui s'installe entre le politique et la corporation économique à cette île. Peut-être pour le public, les citoyens en général, il y aura un événement, quelque chose, un sommet pour en discuter des priorités de notre développement. De là à dire un sommet. Non, mais c'est certain qu'on va faire un événement pour partager sur la règle de gouvernance, pour la présenter puis l'expliquer, parce qu'il y a évidemment une mécanique qui va être mise en place, qu'on tient à ce que les citoyens en soient informés, puis en même temps, on pourra effectivement parler notamment des priorités ou de tout autre élément là, qui fera l'objet de cette rencontre-là avec la communauté. Eh bien, un gros merci. Marc Brouillette, président de la Corporation Développement économique Sept-Îles, Régent Parlier, maire de la ville, merci. 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 La chronique économique était une présentation de Développement économique Sept-Îles. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio Centre Hi-Fi Groupe Select Sept-Îles. Vous venez d'arriver au travail et vous voilà prêt à vous régaler. Dans votre main gauche, le nouveau muffin à l'avoine et aux pépites de chocolat McCafé. Dans votre main droite, un café infusé McCafé petit format. Lequel savourer en premier? Le muffin doré cuit au four tous les jours dégage un arôme divin. Mais le café de torréfaction supérieure aussi. D'un autre côté, il y a les pépites de chocolat. Vous y allez pour le muffin, suivi d'une gorgée de café. Excellent choix. Et à seulement 1,99$ plus taxes, c'est le parfait duo. Détails dans les restaurants McDonald's ou au mcdonalds.ca. Chez Olivier Nissan, c'est l'événement Maîtriser toutes les conditions. Grâce à la traction intégrale intelligente de Nissan, soyez toujours en contrôle sur la route. Ce mode ajuste la puissance entre les roues avant et arrière pour votre sécurité en un clin d'œil. Pour un temps limité, Olivier Nissan offre sans frais ce système sur plusieurs de ses véhicules. Optez pour une location sans souci avec la Rogue 2018 à seulement 65$ par semaine ou notre tout nouveau Qashqai à 55$ par semaine. Un essai vous convaincra. Olivier Nissan de Sept-Îles, un choix imbattable. Attitude.
Midi 41, Jean, on est en train de préparer le Salon du Livre, la 34e édition qui s'en vient du 26 au 29 avril prochain. Je dis on, là, et habituellement on dit quand dit on s'exclut, mais là, c'est dans pas ce le cas. cas-ci, c'est pas vrai. C'est ça, exactement, parce que bon, je fais partie de cette belle gang-là qui travaille sur le Salon du Livre. Et pour ça fait que toi aussi, t'as des secrets que t'as pas le droit de nous dire. Oui, là. Ça va être difficile. C'est toujours particulier, toujours particulier dans ce temps-là. Et pour en parler, on reçoit la directrice générale du Salon du Livre de la Côte-Nord, Mélanie Deveau. Bon midi, Mélanie. Bonjour. Ça se travaille d'avance, un Salon du Livre, là. Tu sais, des fois, on peut dire, ouais, mais ça, c'est pas bientôt, tu sais, c'est à la fin avril, mais, comme tout événement, faut travailler quand même beaucoup d'avance pour ça, là. Ça fait déjà plusieurs mois, là, qu'on travaille, là, pour avoir une belle 34e édition. Le point culminant, je vous dirais, c'est le Salon du Livre de Montréal au mois de novembre, là. C'est un événement incontournable. On va là, on rencontre nos partenaires éditeurs, puis on arrive à s'entendre, sur des auteurs, sur des activités qu'on va faire en avril. Donc oui, ça fait plusieurs semaines qu'on prépare ça. On a beaucoup déjà de choses de confirmer. Il reste plus grand-chose finalement à confirmer, en fait. Puis non, on peut pas en parler aujourd'hui. Non, c'est ça. Moi, je le sais. Il y a peut-être des gens qui vont essayer de te titiller un peu. Mais si on t'invite ce midi, c'est pour parler des auteurs nord-côtiers. Parce qu'on aime ça, avoir de la visite de l'extérieur, c'est sûr. Mais on aime ça aussi mettre de l'avant les auteurs de chez nous. Et ces gens-là, on est en pleine période d'inscription là présentement. Oui, tout à fait. Nous, ce qu'on fait, c'est on essaie d'accorder une place bien spéciale pour ces auteurs-là, qui bien souvent se publient à compte d'auteurs. Puis dans ce temps-là, c'est plus difficile de participer aux différents salons du livre du Québec. Alors au moins, ils peuvent participer au Salon du Livre à Sept-Îles à la fin avril. Alors il y a certaines conditions pour participer. La période d'inscription se termine juste le 16 février. Et puis on a lancé un appel. On en a beaucoup des auteurs nord-côtiers. Hein. Des fois, les gens pensent qu'il n'y a pas beaucoup de littérature qui se fait ici, mais c'est pas vrai là. Tu sais, on pense là juste récemment à Karine Lizotte qui a publié un petit livre là en l'hommage de sa petite fille Fée. Geneviève Martin aussi, il y a pas si longtemps avec son petit renard. Puis il y a des choses aussi qui se font, des auteurs qui sont nés ici ou qui ont habité longtemps ici puis qui maintenant sont publiés à l'extérieur, là, dans le coin de Montréal. Je pense à l'illustratrice et l'auteur Isabelle Arsenault, par exemple, Jennifer Tremblay. Il y en a vraiment beaucoup. Mm-hmm. Est-ce que ça vaut la peine pour nos auteurs de la Côte-Nord, là? Je sais que c'est variable, le kiosque des auteurs de la Côte, mais il est toujours bien situé. Maintenant, les gens le voient. C'est sûr que c'est pas tous des best-sellers ou des vedettes, ces auteurs-là, là, mais pour eux, hein, c'est pas toujours la vente directe sur place au salon, mais se faire connaître, c'est précieux. Oui, puis souvent, il y a des ventes qui découlent ensuite en librairie. Ça, faut pas l'oublier non plus. Puis les auteurs nord-côtiers ont vraiment beaucoup d'heures de présence pour les séances de dédicaces. Des fois, parfois même plus que les auteurs de l'extérieur. Nous, on fonctionne ainsi, là, on fait des rotations selon leur disponibilité. Puis, il faut pas oublier aussi que quand on participe au Salon du Livre de la Côte-Nord, les auteurs ont tous un petit espace dans notre guide officiel. Tu sais, on parle d'eux, de ce qu'ils font avec leurs photos. Donc, c'est une belle visibilité aussi par rapport à ça. Sur le site Internet aussi. Sur le site c'est ça, exactement. Puis d'ailleurs, parlant du site web, c'est là où les auteurs là peuvent avoir le formulaire d'inscription, tout ça, parce que c'est important de dire qu'il y a quand même une date limite là pour s'inscrire, là, pour la logistique de tout ça. Oui, c'est le 16 février prochain. Il y a quelques conditions aussi d'admissibilité. Là, c'est pas très, très compliqué. Là, l'auteur doit soit résider sur la Côte-Nord depuis 1 an ou être né sur la Côte-Nord. L'auteur doit avoir un ouvrage dans les 2 dernières années précédant le Salon du Livre et avoir un ISBN, c'est bien important. L'œuvre doit être disponible en librairie, puis son éditeur ne doit pas être présent au Salon du Livre. Mm-hmm. Donc, c'est quand même très simple. Puis, on offre même aussi là, pour la tournée littéraire jeunesse, là, s'il y en a des auteurs nord-côtiers qui pourraient être... Ça, c'est... quelque chose qui est vraiment non seulement apprécié par les jeunes qui sont visités, mais par les auteurs aussi, hein, la tournée littéraire, ça, là. Oui, tout à fait, parce que les auteurs arrivent à se faire connaître auprès des jeunes qui reviennent au Salon du Livre ensuite avec leurs parents, souvent la fin de semaine, ou avec leur école, parce qu'il y a des écoles qui reçoivent des auteurs en classe, mais également qui vont au Salon du Livre en sortie scolaire. Et puis, l'année passée, juste pour vous donner un petit chiffre, il y a 92 rencontres qui ont été organisées dans les écoles de Tadoussac à Sept-Îles. C'est vraiment un nombre impressionnant, là. Puis, je vous dirais, dans le fond, pour la tournée, il y a des places limitées, par contre, parce que il y a beaucoup de demandes. Alors, on a un comité qui étudie tout ça, puis on choisit des belles propositions d'animation qui nous ont été envoyées pour assurer, finalement, d'avoir des animations de qualité dans les écoles. Alors, ça, c'est la première étape du plan de com' à Mélanie. Elle vient nous parler des auteurs de la Côte. Elle va revenir dans quelques jours nous parler de tout l'aspect jeunesse du Salon du Livre. Ça, c'est important. Puis les vedettes, là, les présidents d'honneur, puis tout ça, on va le savoir seulement plus tard. C'est toujours comme ça que ça marche? C'est toujours comme ça que ça marche. On a le même plan de com' à chaque année. C'est parce qu'il est efficace, je pense. C'est ça. Mais je pense que c'est important aussi de dire que
Le Salon du livre de la Côte-Nord, il est en santé. Ça va bien, le Salon du livre. Ça fonctionne à chaque année, puis toujours une activité qui est très attendue, là. Tout à fait. Je vous dis, l'année passée, je vous l'expliquais aussi ainsi. C'est la même chose. C'est que dans le fond, sur la Côte-Nord, il y a une chance dans l'année à peu près de rencontrer ces auteurs-là sur la Côte-Nord. Des fois, ils viennent en bibliothèque, mais tu sais, les rencontres sont pas nombreuses comparativement aux librairies dans les grands centres. Tu sais, les auteurs vont en librairie un mercredi soir ou un jeudi soir signer des livres là à Montréal, au Renaud-Bré. Alors là, les gens ont la possibilité de les rencontrer. Ils vont dans des 5 à 7 de lancement, tout ça. Mais ici, c'est le seul moment. Donc, c'est un rendez-vous printanier super important. Puis, les Nord-Côtiers répondent à l'appel parce que l'année passée, il y a plus de 10 200 personnes Nord-Côtiers qui ont fréquenter nos activités. Puis un des bons coups du Salon du livre de la Côte-Nord, c'est de miser toujours sur les jeunes, le milieu scolaire. Il y a une grande richesse dans la littérature jeunesse au Québec. Ça nous donne du choix pour faire venir du monde, mais du monde qui ont du matériel intéressant qui s'adresse aux jeunes. Là, j'imagine s'il y a des enseignants, du monde dans le milieu des écoles à l'écoute, là, on peut leur dire qu'il y a une Madame Vigneault qui va les appeler bientôt, peut-être bien. Mais en fait, c'est déjà fait, Jean. C'est déjà fait. C'était au mois de novembre, les inscriptions scolaires. On a une super belle réponse encore une fois du milieu. Oui, tout à fait. Plus de 2000 quelques jeunes enfants puis professeurs accompagnateurs qui seront présents. C'est sûr qu'on a accepté quelques petits retardataires aussi après les fêtes. Alors, s'il y en a qui ont oublié, effectivement, Marc-Claude peut répondre à l'appel. Puis, bientôt, là, au mois de février, on leur envoie les informations pour la tournée littéraire jeunesse. Ça, c'est pour faire venir les auteurs dans leur classe. Parce qu'il y a des écoles partout sur la Côte-Nord. Des fois, on réussit même à brancher les jeunes de la Basse-Côte au Salon du livre. Hein? Oui, souvent, on fait des visioconférences, mais là, encore plus intéressant, depuis quelques années, il y a des écoles, des professeurs, des directions d'école qui nolisent des avions. Ils ont des budgets pour ça pour venir au Salon du livre. Quand même, oui, Anticosti l'année dernière. Puis la Basse-Côte-Nord aussi, Chevry, tête à la baleine. Je pensais que Jean t'allais titiller un peu plus que ça. Oui. On le sait qu'on n'aura pas de réponse. Quand même, je lui poserai la question de 10 fois de façon différente. Ça fait plusieurs années. Ça fait des années qu'on s'essaye à la même date, puis elle nous en dit pas plus. Je suis désolée. Bon, en tout cas, écoute, c'est sûr qu'on va avoir un beau salon. Même pas le président d'honneur, non? On doit avoir signé un contrat avec un président d'honneur, là. Ça fait longtemps que c'est signé, ça, Jean. Ça fait longtemps, mais je vous dirais. signé, puis elle nous le dira pas. Mais je vous dirais que ça s'annonce mémorable. Ah oui? Il y a du monde qui venait pas, qui vont venir, je peux vous dire ça. Ah oui. Et là là, je pense que même moi je suis excitée parce qu'il y a probablement des noms que je connais pas encore, mais non, ça va être beau, Jean. Ça sonne comme Gilles Vigneault, ce que vous dites là, non? On le sait pas, on le sait pas. On n'a pas le droit de donner de nom. Non, c'est ça, pas de nom, mais effectivement que ça va être une très très belle 34e édition. Je pense que ça va mettre un petit peu de pression sur la 35e. Oui, je pense que oui. On va dire ça comme ça. Tant pis pour vous autres, une 35e d'habitude, c'est supposé être quelque chose d'envergure. Ben là, si on a tout au 34, tant mieux. On va travailler encore plus fort. Donc, Mélanie Deveau, directrice générale du Salon du livre de la Côte-Nord, comme on n'en aura pas plus que ça, on va te laisser aller. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. Merci à vous deux. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. En janvier, c'est l'événement l'hiver en 4x4 chez Olivier Chrysler à Sept-Îles. Obtenez jusqu'à 12 000 $ en rabais auto sur le Ram 1500 2017. Jusqu'à 6 000 $ en rabais auto sur le Jeep Grand Cherokee 2018. Ou encore jusqu'à 12 850 $ sur les modèles Grande Caravane 2017. Dépêchez-vous d'en profiter car l'événement l'hiver en 4x4 se termine le 31 janvier chez Olivier Chrysler au 119 Monseigneur-Blanche à Sept-Îles. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Ben oui, ça bouge au Parti québécois, là. Il y a eu plusieurs annonces. Alexandre Cloutier, Nicole Léger. On savait déjà que d'autres allaient quitter la formation lors de l'année 2018 avec la prochaine campagne électorale. Notre députée de Duplessis est membre du Parti québécois. Elle représente ce parti et les gens de la côte, là, depuis plusieurs années maintenant. Et elle nous a toujours dit qu'elle serait candidate à l'élection de 2018. Lorraine Richard, bonjour. Bonjour. Alors, ça alimente les réflexions quand même, les départs au Parti québécois, j'imagine, hein? Mais écoutez, c'est sûr qu'à la veille d'une élection, chacune d'entre nous se pose la question, est-ce qu'on a encore le goût de s'investir? Vous savez, la politique, c'est très, très exigeant. Il faut continuer d'être passionné et ça arrive qu'il y a des gens qui quittent, il y a des nouveaux qui arrivent. C'est tout à fait normal. Dans ton cas, tes enfants sont élevés puis ton chum est toujours consentant, alors tu vas continuer. Oui, absolument. Je l'ai dit, moi, je continuais, j'ai encore cette passion-là. J'adore ce que je fais, malgré que c'est
c'est difficile parfois, mais je crois encore à ce parti-là et oui, je continue. Il y a des gens comme François Gendron qui est venu à quelques reprises à cette île, Nicole Léger, c'est des gens qui nous semblent attachants quand on les regarde comme ça, qu'on les connaît moins. Ça doit être dur de perdre des collègues. Oui, c'est ce qui me fait le plus de peine. Écoutez, Nicole Léger était une de ces femmes avec Louise Arel, avec Pauline Marois, moi qui m'a beaucoup aidé à mes tout débuts. François Gendron, c'est mon mentor. François, c'est celui que j'appelle très souvent pour avoir des conseils, donc ça me fait de la peine. Alexandre Cloutier aussi, mais c'est ça la vie, hein. Oui, est-ce que ça affecte le moral des troupes, là? Le chef, notamment, doit prendre ça dur un peu, non? Tout ce qu'on entend depuis hier, là? Ben, écoutez, il y a des choses qu'on savait déjà. Nous, on savait qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient en réflexion à savoir si elles allaient se représenter à nouveau. On était conscients des défis et on continue. Il va y avoir des gens qui vont se rajouter, il va y avoir des nouveaux visages. Non, mais il n'y a rien au PQ, là. Le parti a de l'air de s'effriter actuellement. C'est un peu comme ça que ça va être perçu par les analystes politiques, j'imagine, ce soir, là. Il n'y a rien à l'interne, là, qui démobilise les gens. Mais écoutez, c'est sûr que les analystes politiques vont faire ce constat-là. Je voudrais juste vous rappeler quand même quelque chose. En 2011, là, on a eu Pierre Curzi, on a eu Louise Arel, on a eu Lisette Lapointe, on a eu Jean-Martin Hossan qui nous a quittés et on a quand même formé un gouvernement en 2012, même si c'est un gouvernement minoritaire. Oui. Donc, le Parti québécois, c'est un parti qui est fort, de plus de 90 000 membres. On a plus de membres que la Coalition Avenir Québec et le Parti libéral réunis. On a plus de donateurs cette année qu'on en avait auparavant au niveau financier. Donc, c'est un parti qui a un projet de pays. C'est jamais facile. Et oui, on est la cible de beaucoup d'attaques de part et d'autre. Mais je voudrais juste vous souligner que chez les libéraux aussi, il y a des gens qui se représenteront plus. Puis vous en avez qui, il y a quelques mois, disaient qu'ils se représentaient plus à cause de tout ce qui se passe au Parti libéral. Donc, on vit avec ce que certains analystes politiques peuvent dire sur nous. Mais moi, je demeure confiante que le Parti québécois, c'est un grand parti. Et je ne pense pas que les Québécois et les Québécoises sont prêts à lâcher le Parti québécois aussi facilement. Il est quand même pas mal moins fort qu'avant, là. Les derniers sondages, ça doit être décourageant quelque part. Même ici, dans le comté de Duplessis, qu'on a longtemps appelé un château fort, la prochaine élection, c'est loin d'être garanti. Il n'y a jamais rien de garanti dans une élection, on le voit. Écoutez, la venue de tiers partis, de différents partis aussi, pas juste le Parti québécois puis le Parti libéral, ça fait que oui, le vote, c'est plus difficile. Il n'y a pas juste deux partis, là, présentement. C'est plus difficile, mais écoutez, moi, je suis pas la seule à encore avoir le goût de m'investir en politique, d'être passionnée à chaque jour par le travail que je fais. Ça prend des hommes et des femmes qui sont convaincus, qui vont en politique pour les bonnes raisons. Est-ce qu'on j'aimerais mieux qu'on soit beaucoup plus haut dans les sondages. C'est sûr, c'est certain, mais on a passé à travers bien des choses au Parti québécois et je demeure convaincue qu'on va passer à travers. Sinon, écoutez, moi aussi, je serai en réflexion. Oui. Il reste que l'élection en 2018, ça va dépendre beaucoup des gens qui se présentent. Là, on sait que Bernard Gauthier, son parti citoyen au pouvoir, là, en tout cas, c'est pas lui qui va être candidat. Il va probablement avoir un candidat dans Duplessis, ça va jouer. Là, on a la rumeur que c'est Russell Tremblay qui était candidat à la mairie, anciennement de développement économique, Sept-Îles, qui n'est pas démenti, semble-t-il, qui serait candidat de la CAQ. Il y aura rien de facile, là. Même les libéraux qui sont au pouvoir vont annoncer probablement plein de beaux cadeaux pour le comté de Duplessis avant l'élection. La prochaine élection, dans le comté ici, plusieurs partis peuvent cibler que c'est un comté prenable maintenant. Bon, c'est ça, mais ils ont toujours, je pense, les partis adverses ont toujours calculé ainsi. Moi, j'ai jamais rien pris pour acquis. Je suis pas à ma première élection. Vous savez, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait 2 investitures avant d'être entré en politique. Là, j'ai eu une première investiture en 2003. Si je ferais tout le compte de ça, c'est parce que c'est comme si j'étais en allée électorale à peu près à tous les 2 ans. Il y aura des candidats, oui, qui écoutez, pour les différents partis, c'est sûr. Vous savez que je vous dirais, plus de 90% les gens votent pour le parti, pour le chef. Et comme je vous le dis, il y a un travail à faire auprès de nos membres, auprès de la population. C'est ce qu'on s'est engagé à faire. On va le faire. On va être prêt pour l'élection le 1er octobre 2018. Puis moi, je fais confiance aux gens. Quand les gens vont réaliser vraiment ce qu'est la Coalition Avenir Québec, je pense pas qu'ils vont vouloir voter pour la Coalition Avenir Québec. Même avec un candidat comme Russell Tremblay? Quand ils vont vraiment s'arrêter, puis je vous dirai pas 1 heure, je vais vous dire quelques minutes sur le
bilan désastreux des libéraux, je pense qu'ils vont faire le bon choix et ça va être avec le Parti québécois. Je suis optimiste. Si j'étais pessimiste au départ, je ne ferais pas de politique. Et je ne ferais pas en politique depuis 15 ans. Est-ce que ça peut basculer? La réponse, c'est oui. Est-ce que je vais continuer à me battre? La réponse, c'est oui également. Au conditionnel, Russell Tremblay, ça serait pas un adversaire de taille pour Lorraine Richard dans le comté ici? Là, il était sur ton exécutif de parti il n'y a pas si longtemps. Il connaît peut-être vos stratégies politiques? Ben, au-delà qu'il peut connaître nos stratégies politiques, je vous dirais que j'ai déjà fait campagne contre l'ancienne mairesse de Fermont, qu'on appelait Madame Planon, qui était sur la Select à tous les jours avec un gouvernement au pouvoir. J'ai fait campagne contre l'ancien maire de Havre-Saint-Pierre, où on était à l'apogée du projet de la centrale hydroélectrique de la rivière Romaine. Un adversaire reste un adversaire. On verra M. Russell Tremblay quelles sont ses convictions pour défendre la coalition Avenir Québec après avoir, dans très peu de temps, récemment donné sa démission et de dire qu'il croyait au projet de pays puis qu'il croyait au Parti québécois. On verra ça en campagne électorale, on verra les candidats et les candidates qui représenteront les différents partis et je livrerai bataille à ce moment-là et je ferai part aux gens des priorités qu'on a au Parti québécois pour eux et les gens décideront ultimement, mais moi je m'en vais confiante. Écoutez, je travaille des dossiers au quotidien des fois ici qui peuvent paraître insurmontables puis même si je suis dans l'opposition, j'aurai réussi quelques-uns. Donc, je suis une battante et je vais continuer. Puis, ultimement, c'est les gens qui vont décider. Oui. J'ai pris la conférence de presse de Nicole Léger. Le chef Lisée était assis à côté d'elle. Quand même, là, va-tu probablement rester militante, cette fille du premier député de l'histoire du Parti québécois, quand même. Par contre, Alexandre Cloutier, il est pas parti en claquant la porte, mais avec certaines critiques. Je l'entendais parler, là, entre autres, de la partisanerie, que la façon de faire de la politique aujourd'hui, c'est plus comme il y a quelques années. Est-ce que tu constates ça, toi aussi? Tu les partages, ces critiques-là ou cette vision-là? C'est sûr qu'aujourd'hui, avec les médias sociaux, la façon de faire de la politique est complètement différente. Alexandre, comme beaucoup d'entre nous, souvent on veut emmener de nouvelles idées. Écoutez, ça fonctionne pas comme ça dans notre régime parlementaire. Faut savoir qu'Alexandre, écoutez, a quand même fait 2 courses à la chefferie en peu de temps. Alexandre a une jeune famille, donc il a fait un choix que je respecte, mais je sais très bien que on va pouvoir compter sur Alexandre. D'ailleurs, il va être là jusqu'au 1er octobre. Je suis convaincue qu'il va nous aider, mais il veut aller peut-être essayer de nouveaux défis, là. Mais oui, la politique est différente. Oui, c'est très exigeant avec les médias sociaux, avec même les médias, avec l'information en continu. Donc, c'est plus dans le même contexte qu'il y a 15 ans, là, ou même 10 ans, faire de la politique aujourd'hui. C'est extrêmement difficile. Il reste qu'il va falloir qu'il se passe quelque chose de positif, de bien, là, pour le Parti québécois, avant l'élection, là, parce que dans les sondages, on est très bas. Est-ce que M. Hossan, il y a des rumeurs, son retour? Est-ce que c'est la planche de salut pour le PQ? Et moi, j'ai pas ces informations-là. Et je ne pense pas que, oui, si Jean-Martin Hossan veut revenir au PQ, soit. Mais je l'ai toujours dit et je le redis. Un parti, au-delà des personnes qui y gravitent, au-delà de ses députés, c'est quand même un parti qui a une base de militants, on croit un projet de pays. Et toutes les personnes qui veulent s'investir en politique avec le Parti québécois sont les bienvenues. Bon. En terminant, un dossier plus lié au service dans le comté de Duplessis, quelque chose d'important, le Bella des gagnés, tu as fait une sortie, là, des gens qui ont peut-être eu un mauvais service, les passagers. Actuellement, bon, on termine la saison du côté du Bella des gagnés, ça a été pas facile. Ce qu'on m'a expliqué, même Randy Jones en Basse-Côte-Nord, là, ou Monsieur Pinault à Anticosti, on reconnaît là, qu'il y a eu des vents exceptionnels, que c'était pas facile, mais il faudrait peut-être revoir le contrat là, entre Relais Nordique et le gouvernement du Québec, hein? Oui, écoutez, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, que Relais Nordique, avec la Bella, ne peut pas se rendre aux escales qui sont désignées, c'est M. Randy Jones ou c'est moi, à mon bureau de comté, qui recevons des appels des utilisateurs, justement, de la desserte maritime. Il est grand temps là, qu'on ait une rencontre avec le nouveau ministre, lui faire part de certaines doléances que nous avons envers la compagnie Relais Nordique, qui, selon moi, n'a pas toujours cette préoccupation-là pour sa clientèle. Il faudra
regarder peut-être également, oui, à réouvrir le contrat, mais je veux juste rappeler que ce n'était pas des conditions climatiques qui ont fait en sorte récemment qu'ils n'ont pas fait les escales pour lesquelles le contrat, dans lesquels les contrats, c'est vraiment désigné, là. Si on parle de Kekaska, ils ont lancé un message aux gens de se rendre à Kekaska et ils ne sont pas arrêtés à Kekaska. Ouais. Donc, oui, il y a des discussions à venir et moi, j'ai demandé une rencontre avec le nouveau ministre, avec les différents intervenants pour leur faire part de certaines choses que nous vivons depuis quelques années. T'as l'impression qu'ils veulent maximiser les profits chez Relais Nordique, quoi? C'est sûr que ça peut paraître comme ça. Vous savez que j'ai pas les chiffres de présentement devant moi. Moi, j'ai été critique pendant de nombreuses années au Parti québécois pour tout ce qui était le transport maritime, donc je suivais ça au quotidien et c'est sûr que je pourrais vous dire que le contrat de la DSEC maritime avec le groupe des gagnés a plus que doublé et même triplé. C'est quelques millions, hein? Au cours des dernières années, on n'a pas plus un service plus efficace et en tout cas, moi, je ne sens pas qu'il y a une certaine considération pour les usagers de la DSEC. Il faut juste se rappeler que la DSEC maritime, là, si elle est instaurée de cette façon-là en Basse-Côte-Nord, c'est parce qu'ils n'ont pas de lien routier. Deuxièmement, c'est des coûts astronomiques en avion et le groupe des gagnés ont un contrat avec le gouvernement pour desservir cette population-là. Et c'est pas parce que c'est pas nécessairement tout inscrit dans le contrat qu'ils peuvent faire fi des responsabilités qu'ils ont envers la clientèle de Basse-Côte-Nord. Ben, les tarifs aériens, ça va être quelque chose à suivre aussi dans les prochaines semaines. Il y a un sommet qui s'en vient. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Lorraine Richard, un gros merci pour l'entrevue. Merci beaucoup. Au revoir. Eh bien voilà, c'est ce qui conclut notre édition de Côte-Nord Attitude de ce midi, un petit peu plus long que ce qu'il faudrait, mais c'était pour la cause. Une chance qu'on avait Mélanie Deveau pour nous parler de culture et du Salon du Livre au milieu, sinon on était très politique et économique ce midi. T'as bien raison. C'est comme ça, regarde, lundi on était dans le sport, là, on fait d'autres choses. Tout à fait. Demain, on va parler entre autres du port de Sept-Îles et José Leblanc va venir nous parler de ses bottes de l'espoir qui chaussent maintenant les duchesses du carnaval. Le bon coup de la semaine, ça, je pense, effectivement. Oui, bien d'accord avec toi. On va entendre ça demain. Merci d'avoir été là. Bye.